Nous sommes le lundi 25 mars, bonsoir et bienvenue dans Au Quotidien, je suis ravi de vous retrouver. Et ce soir, pour le JT, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Dans un instant, avec votre invité, on va parler politique, mais aussi un peu de langue, je crois. Surtout de linguistique, mais qui est un sujet également politique, avec Sylvain Deté, qui est linguiste universitaire et auteur de Savons-nous vraiment parler du contrat linguistique comme contrat social, publié chez Armand Collin, un ouvrage passionnant, vous le verrez. Et puis en deuxième partie, je crois qu'on va prendre le large indirectement. On vous emmène carrément surfer ce soir avec les membres du club de surf d'Alençon et du Mans, le 61 Surf Club. Peut-on vraiment surfer quand on est sartois et manceau ? Vous le verrez. Eh bien, on verra ça justement à 18h45. Tout de suite, place à l'actualité du jour. Au sommaire de cette édition, lors des difficultés grandissantes pour le CCAS du Mans. Le Centre communal d'action sociale doit faire face à l'augmentation des demandeurs en grande précarité et en situation toujours plus complexe à gérer, vous le verrez. Coup d'envoi du Mans Pop Festival ce mardi 26 mars. Et puis rugby et la joie dans les tribunes du stade Marie-Marvin ce samedi pour la victoire des Bleus féminines contre l'Irlande en tournoi des 6 nations. Crise énergétique, crise de la santé, crise du logement. Les maires et leurs CCAS font face à la détresse de leurs habitants. De plus en plus de personnes ont poussé les portes des centres communaux d'action sociale en 2023. Et la tendance se confirme en 2024. Dans le même temps, les financements sont de plus en plus contraints. C'est avec cette équation en tête qu'une délégation de l'Union départementale des CCAS de la Sarthe se rendra au Havre à la fin mars pour leur 93e congrès national. Anthony Piton. L'inflation précarise. Pour s'en sortir, les Sartois sont de plus en plus nombreux à faire appel aux centres communaux d'action sociale pour aider à payer les loyers, les factures d'énergie ou la cantine scolaire. Aujourd'hui, les élus en charge des CCAS tirent la sonnette d'alarme. Ça a un impact financier puisqu'il y a de plus en plus de demandes et que financièrement, on n'est pas en capacité de répondre à toutes ces demandes, à tous les besoins de la population. Donc on y travaille. On cherche des financements. Pour ce qui concerne la ville du Mans, il y a une rallonge d'1,1 million. Mais il faut qu'on continue à réfléchir comment on peut y répondre. Et, la responsabilité de l'État est engagée et financièrement, ils doivent nous aider. En 2023, le CCAS du Mans a accompagné 12% de personnes supplémentaires. Un nouveau public, composé en grande partie de travailleurs pauvres, mais aussi de personnes touchées par les manquements en psychiatrie. Tout ce qui fait société, l'État est absent, en tous les cas pas beaucoup présent, et il demande aux collectivités de se substituer à leurs responsabilités et de mettre en application leur politique. Sauf que les financements ne sont pas là et qu'il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir mettre en place, sur tous les cas que partiellement. Face à cette crise, la ville du Mans a dû geler des ouvertures de postes pour se concentrer sur de l'aide financière. De l'autre côté, ça a été une année historique pour le tourisme en Sarthe en 2023. Plus de 10 millions de nuitées comptabilisées dans le département l'année passée, majoritairement entre mai et août. Alors d'où viennent les touristes ? Principalement de France, 26% de la région parisienne, suivie des Pays de la Loire et de la Normandie. Mais la clientèle étrangère représente quand même 3 touristes sur 10. Ils apprécient en particulier le Mans, mais aussi le Perche sartois et la vallée du Loir, on les comprend. Des chiffres de fréquentation record partout dans les gîtes, les hôtels et les campings par rapport à l'année de référence qui est 2019. À mettre évidemment en relation également avec les événements autour du centenaire des 24 heures célébrés tout au long de l'année, mais pas seulement. On écoute Grégory Potier, chargé de développement à Sarthe Tourisme. Les événements autour du circuit impactent la fréquentation touristique dans le département. On le voit avec l'outil dont nous disposons, que les week-ends où ils se déroulent, nous avons des pics de fréquentation. Je pense notamment au Grand Prix Moto, aux 24 heures du Mans Auto et le Mans Classique, qui sont les 3 manifestations qui nous amènent le plus de touristes sur le département. Après, c'est à mettre en perspective aussi avec d'autres week-ends, des week-ends de pont, des week-ends de fêtes aussi, comme des fêtes de fin d'année en tout cas. Où nous avons des pics de fréquentation aussi importants sur ces week-ends-là. Allez, la chanson française bientôt mise à l'honneur au Mans. Le Mans Pop Festival revient du mardi 26 au dimanche 31 mars. De belles affiches sont proposées au Palais des Congrès, vendredi, samedi et dimanche. Et à la Maison de la Culture des Saulnières, mardi. Un festival qui fête ses 30 ans cette année. Anthony Piton. Le Mans Pop Festival, c'est 30 ans de scène.
30 ans de célébration de la chanson française autour d'artistes prometteurs. C'est un festival de découverte et de création, d'auteurs, compositeurs, interprètes. On a beaucoup de demandes, évidemment, chaque année. Beaucoup de demandes pour peu d'élus. Cette année, une dizaine d'artistes sont au programme. Parmi les têtes d'affiche, le Ruténois L'Ombre, le mardi 26 mars. Pour en être là, qu'est-ce qu'on a fait ? Vendredi 29 mars, l'auteur, compositeur, interprète canadien Étienne Fletcher. J'aurais jamais cru que des si petites choses me manqueraient tant. Et samedi 30 mars, après la restitution de La Couveuse l'après-midi, un concert de Benjamin Biolay. J'accroche encore la lumière, seul dans ma chambre avec vue sur la mer. La première partie sera assurée par le Lyonnais Tom Bird, de retour au Mans après sa mésaventure de l'an dernier. Il a été victime d'un vol de matériel au Mans. Et il revient à nouveau cette année quand même parce qu'il y a une belle histoire autour de ça. 6 mois plus tard, tout son matériel a été retrouvé intact. Le Mans Pop Festival se terminera dimanche 31 mars avec la finale du concours de la chanson francophone et le concert d'un Sartois vu dans The Voice, Johan Launay. Chaque année, le festival rassemble entre 2000 et 3000 spectateurs. L'événement de ce week-end, vous le savez, Laure, c'était aussi ce premier match de rugby international au stade Marie-Marvin. Vous l'avez peut-être regardé, comme beaucoup d'entre nous. Oui, exactement. Moi, je l'ai regardé devant ma télé. En tout cas, l'équipe de France féminine s'est imposée dans son premier match du tournoi 2024. Victoire 38-17 contre l'Irlande, devant plus de 15 000 personnes au stade. Un public conquis qui a poussé les Bleus et même surpris les Irlandaises. Colin Ancel. Même en tribune, c'est le genre de match qu'on vit intensément. Plus de 15 500 personnes ont assisté dans les gradins au match des Bleus, le tout dans la bonne humeur. C'est une très bonne ambiance, puis en plus on gagne. On est venu pour ça. C'est pour prendre la revanche des hommes, voilà. Surtout contre l'Irlande. Voilà, contre l'Irlande. Je suis venue au Mans déjà pour supporter l'équipe féminine et parce que moi-même je fais du rugby depuis 6 ans, donc c'est une passion. Ça nous permet de nous déplacer, pouvoir venir voir notre équipe à côté de chez nous, donc c'est très bien. Beaucoup de clubs de la région ou des régions alentours ont fait le déplacement. Les jeunes ont donné de la voix. J'aime bien l'ambiance et puis le rugby c'est la famille. Et puis on est venu avec tous le club puis ça nous plaît. Le but c'est que j'ai plus de voix à la fin. Le public français chavire au rythme des actions des Bleus. 38-17, bonus offensif en poche, un score fleuve avec du spectacle. Le stade Marie-Marvin en a pris plein les yeux et l'a rendu assez protégé. Je me doutais qu'il allait y avoir du monde, mais le stade fait énormément de bruit. Sur la pelouse, c'est un des stades qui est très bruyant, donc c'est super. On a senti le public pousser, crier avec nous, et donc ça c'est très bien, ça nous fait super plaisir. Ça montre que le rugby féminin évolue et que les gens commencent à s'intéresser davantage au rugby féminin et c'est une très bonne chose pour nous et j'espère que ça va continuer. Même côté irlandais, l'ambiance et le public ont eu leur effet sur le 15 du trèfle. Après avoir été un peu prise par l'ambiance de la foule, je pense qu'on est passé au-dessus de ça. Évidemment, je ne crois pas que nous ayons eu peur. On a surtout apprécié jouer devant un stade rempli par 15 500 personnes. Alors, verdict de cet après-midi rugby en Sarthe ? Ça fait vraiment plaisir de pouvoir venir dans des régions qui n'ont pas l'étiquette de terre de rugby et qui nous montrent qu'ils sont là quand même. Donc franchement, merci à eux. De quoi donner des envies d'autres rencontres internationales, les féminines ou encore les moins de 20 ans masculins. Le stade a passé le test avec brio, le public aussi. Et puis on va parler d'une autre compétition qui avait lieu ce week-end et là, elle était très importante pour nous les Sartois. Si importante, cette Coupe du Monde de trompe-goule, fameuse recette à base de pommes de terre, carottes, oignons, porc et rillettes, bien sûr, qui s'est déroulée dimanche midi, place des Jacobins, pour le grand final du Printemps des rillettes. Parmi les 15 équipes candidates, les championnes du monde, sont Francine, Annie, Chantal et Clémentine, de l'équipe bien nommée des Rigoulottes. 2 d'entre elles venaient d'Ille-et-Vilaine et de Mayenne pour l'occasion. Alors merci à elles d'avoir fait le déplacement et un grand bravo à tous les participants.
Félicitations. Allez, reprenons un peu notre sérieux avec notre invité. Il s'appelle Sylvain Dutet. Il est professeur des universités en sciences du langage à l'université de Waseda, c'est à Tokyo. Il est aussi chevalier dans l'ordre des Palmes académiques et auteur de Savons-nous vraiment parler du contrat linguistique comme contrat social. Merci mille fois d'avoir fait le déplacement de Tokyo jusqu'ici. Alors, pas exprès pour LMTV Sarthe, bien sûr, mais merci de passer sur ce plateau. J'ai dévoré ce livre. C'est 20 ans d'années de recherche en linguistique comparée, compilée, on va dire, probablement, mais vous allez me le dire. Dans cet ouvrage, un ouvrage aussi politique que linguistique, dans le fond, Sylvain Dutet, à savoir, savons-nous vraiment parler ? Alors, je vous remercie pour cette invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. J'ai été invité par l'Association des conciliateurs de justice, la Cour d'appel d'Angers pour leur assemblée générale annuelle. Et vous allez me dire quel est le rapport avec mon travail de linguiste. Vous l'avez compris, la communication étant au cœur de leur activité et de la mienne, eh bien, le trait d'union est établi. Et vous le savez bien, on parle beaucoup aujourd'hui de l'état de la langue, l'état de la communication. Certains parlent d'une certaine forme de violence croissante, notamment sur les réseaux sociaux, un ensemble de sujets qui, évidemment, touchent les journalistes, les enseignants, les personnalités publiques. Et après avoir navigué dans différentes zones linguistiques, enseigné, effectué des recherches sur le français parlé dans l'espace francophone, je me suis interrogé finalement sur le type de français que l'on devrait employer si l'on souhaite avoir une société heureuse, en tout cas du point de vue de la communication, et comment la communication peut nous aider socialement, voire politiquement. Qu'est-ce que ça dit finalement, cette étude ? Ça dit qu'on a un petit peu perdu collectivement, ici en Europe, la capacité à dialoguer tout simplement, sans s'énerver, sans se fâcher, et puis à débattre également, sans sortir les armes. Alors, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas spécialiste ni des émotions ni des hormones. Mais de la langue. Mais de la langue. Et il est certain que la manière dont nous tenons pour acquises nos habitudes linguistiques peuvent parfois nous jouer des tours. C'est-à-dire que, pris par le flot de paroles, pris par la dynamique de la discussion, on oublie peut-être, parfois, de savoir se taire, de savoir prendre le temps de réfléchir aux expressions que l'on va employer. Et donc, cette réflexion sur la manière dont nous parlons, elle pourrait peut-être être revisitée pour peut-être éviter certains écueils que nous connaissons tous, il me semble. Vous avez parlé des réseaux sociaux, de la mondialisation de la prise de parole. Vous parlez, page 32, de l'abîme des réseaux sociaux qui a manqué d'accompagnement éducatif. Quand on dit ça, on a tout dit. Encore faut-il savoir comment éduquer, c'est très complexe quand même comme sujet. Alors c'est très complexe et effectivement, avant de proposer des solutions, il faut bien analyser le problème dans ses différentes composantes. Ce qu'on a aujourd'hui avec Internet et les réseaux sociaux, c'est une nouvelle technologie, ce sont des outils techniques qui nous permettent à tous d'écrire, de parler et de diffuser cette parole et ces écrits finalement dans le monde entier. Ce faisant, il y a une distinction qui s'est graduellement estompée, qui est très importante, il me semble, c'est celle entre parole publique et parole privée. Et c'est une distinction qui est peu évoquée dans les débats contemporains, alors qu'elle est en réalité fondamentale, tout en gardant en tête la distinction entre l'écrit d'une part et l'oral d'autre part. Ce sont ces questions que j'aborde, que j'essaie de traiter dans leur complexité, justement pour aider et inspirer les enseignants, les concepteurs de programmes et les décideurs politiques, pour ensuite mettre en place des chantiers visant à chercher les solutions. Différence entre parole privée et parole publique. On comprend bien aussi que toutes les personnes comme nous, les journalistes, qui prenons la parole publiquement, on a un vrai devoir, finalement presque moral, à prendre la parole correctement, à bien utiliser l'outil langage, finalement à bien maîtriser les mots, tout simplement. Absolument. Et les mots en contexte, bien sûr, parce que lorsqu'il s'agit de communication, il ne s'agit pas que de mots. Il y a également la prise en compte de l'interlocuteur, de l'interlocutrice, la prise en compte du contexte, de la visée. Et il faut effectivement s'interroger, en particulier si l'on est un locuteur public, puisqu'on a cette responsabilité, finalement, avec ce grand pouvoir de locution publique qui doit être réexaminé, effectivement. Je l'ai dit, savons-nous vraiment parler du contrat linguistique comme contrat social ? Finalement, c'est un enjeu politique. Comment faire société aujourd'hui et demain ? C'est la question qu'on pose par la langue. Absolument. Et il est clair que pour pouvoir être en désaccord, il faut tout d'abord pouvoir se comprendre. Si l'on n'est plus en mesure de se comprendre pour des raisons quasi linguistiques, évidemment, la question du fond ne peut plus être traitée. Donc, penser que la forme
n'a aucun effet sur le fond et selon moi une forme d'erreur. Et il faut réexaminer la manière dont nous employons les registres, certaines tournures, certaines formules, la manière dont nous employons nos expressions, en particulier dans un contexte public. Nous devons penser à l'impact social et psychologique de nos paroles, en particulier lorsque, comme vous l'avez dit, nous sommes des locuteurs dits publics. Savons-nous vraiment parler de Sylvain Deutet chez Armand Collin? Je le conseille vraiment pour notamment tous les enseignants, même dans les petites classes, parce que c'est une Bible, c'est très facile à lire également et je tiens à vous remercier pour cela. Ça n'est pas assommant comme certaines études parfois peuvent l'être. Non, non, c'est très facile à lire et c'est très abordable. Et puis pour ceux que ça intéresse, vous faites partie d'une conférence en ligne qui est ouverte à tous, à laquelle donc vous participez mercredi 27 mars de 14h à 17h. Vous intervenez à partir de 14h. Donc c'est en distanciel, hein, vous pouvez vous connecter. Et ça va s'afficher au bas de votre écran. Rappelez-moi, c'est sur quel site? Le site Réseau Canopé. Hein. Voilà. Réseau Canopé, donc une conférence organisée par ce réseau de formation des enseignants. Vous voyez, mardi, je vais parler au domaine de la justice et mercredi, je m'adresserai aux acteurs de l'éducation. Et donc, vous pouvez taper en plus plurilinguisme en classe. Effectivement, ça pose la question des élèves qui ont plusieurs langues et pour vous, c'est une force et non pas une faiblesse. Merci mille fois d'être venu nous parler de ce sujet passionnant. Merci à vous. Merci Laure et merci à votre invité. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant pour parler de surf. Oui, vous avez bien entendu, du surf presque en Sarthe. Vous allez le voir, à tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, un bon début de semaine en notre compagnie. Malheureusement, côté ciel, c'est loin d'être ça, avec toujours un temps qui restera assez mitigé, notamment pour ces prochaines heures. À l'image de cette carte, encore de nombreux nuages sur l'ensemble du territoire, des températures qui évolueront entre 8 et 10 degrés, comptez 8 degrés du côté de Sille-Guillaume, 9 pour Laval, Alençon, encore du côté de Mamers, idem pour Saint-Calais, à Blois encore à Tours, 10 degrés pour Angers ou encore pour la Flèche. Pour la journée de mardi au petit matin, encore de nombreux nuages. La pluie restera malheureusement au rendez-vous sous forme d'averses. Côté température, comptez au lever du jour des valeurs comprises entre 6 et 7 degrés avec 6 degrés à Blois, la Flèche ou encore pour Angers. Idem à Vendôme ou encore à Saint-Calais, 7 degrés pour Alençon, ainsi que pour Mamers et pour Tours. Pour la suite de votre journée, très peu d'évolution avec toujours ce défilé de perturbations, encore de nombreux nuages, de la pluie, les températures un petit peu limites pour les normales de saison, sera aux alentours des 11 degrés en moyenne avec 11 degrés pour Alençon, au Mans pour Laval ou encore du côté d'Angers, idem à Blois pour Tours ou encore du côté de la Flèche. Pour votre tendance, et on va commencer chronologiquement avec la journée de mercredi, la journée des enfants. Le temps restera plutôt propice aux activités en intérieur, de nombreux nuages, de la pluie, un temps qui restera globalement automnal malgré le fait que nous soyons au printemps. Et pour la journée de jeudi, on prend les mêmes et on recommence avec toujours ces précipitations qui resteront d'actualité sur l'ensemble du territoire. En ce mardi 26 mars, on continue de gagner quelques minutes de soleil. Je vous souhaite, les amis, de passer une très bonne journée. Sur le plateau d'Au Quotidien, dans la suite, et on va le voir, la qualité de l'air, c'est assez surprenant. Vous allez le voir, elle est dégradée ce lundi sur le littoral des Pays de la Loire. Mais n'ayez crainte, elle est toujours moyenne chez nous. Pourquoi ? Parce que la masse d'air océanique est chargée en ozone et c'est ce qui fait que l'ozone est véhiculé sur le littoral. Chez nous, les autres polluants se maintiennent. Tiens, ça tombe bien, Enzo, on va parler du littoral. Exactement, on y est presque, on est dans le studio, mais on se rapproche un petit peu de la mer. Avec ce club de surf, nous sommes avec Franck Boiffard, président du club de surf 61, et Séraphin Bonafé, secrétaire de ce même club. Soyez les bienvenus. Merci, bonsoir.
Vous êtes basé à Alençon, chez nos voisins normands. Alors, beaucoup de vos membres sont sartois. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Ça veut dire qu'on peut habiter en Sarthe et puis partir faire du surf le week-end, Franck, quand on a envie? On peut partir à la journée, on peut partir au week-end, majoritairement à la journée, à 2h30 de route du Mans. Donc, ça fait une bonne journée bien remplie, mais c'est faisable. Donc, on va où d'ailleurs? Où est-ce qu'on peut aller faire du surf, là, ici, pas très loin? Avec notre association, on va principalement en Vendée. On va aussi sur la Bretagne, du côté de Saint-Malo, un petit peu aussi sur le nord Cotentin, sur les côtes normandes justement. On varie en fonction de la météo, des disponibilités des gens. Voilà, on fait varier les plaisirs. Donc Séraphin, vous êtes membre du club, ou alors pourquoi, dites-moi un peu pourquoi vous l'avez rejoint, ce club de surf, en particulier celui-là? Alors il y a quelques années, j'étais surfeur occasionnel et habitant au Mans, j'avais assez peu d'occasion de pratiquer, mais j'avais vraiment envie de faire du surf plus souvent. Un ami m'a parlé du club, j'ai commencé à faire des sorties, j'ai rencontré Franck, j'ai rencontré le reste du groupe et avec la bonne ambiance, j'ai eu envie de m'investir un peu plus et puis continuer à faire vivre l'aventure. Oui, parce qu'il y a l'ambiance, quoi. On peut souligner ça, vous en parlez. Quand on est dans un club comme le vôtre, on part vraiment presque entre amis finalement, faire du surf pendant un week-end ou une journée. Oui, ça se finalise souvent par des liens assez forts, parce qu'on se retrouve sur des moments vraiment conviviaux. Il y a le trajet aussi qui nous des liens, et puis quand on part sur un week-end ou une semaine, forcément il y a des moments de vie partagés qui font que ça noue des liens, avec les enfants également, des adhérents qui peuvent venir sur certaines sorties. On voit sur les images de très bons surfeurs quand même là. Oui. Est-ce qu'on est obligé de savoir surfer comme ça pour vous rejoindre? Non, principalement notre activité c'est de permettre aux gens de s'initier, justement de pouvoir découvrir alors qu'on est loin des côtes. Et l'objectif c'est vraiment de permettre de partager cette passion à des personnes qui n'ont jamais fait ou qui n'en font que rarement, et de permettre de le faire de manière plus régulière, quoi. Alors on sait que le surf, ça peut être une activité qui peut être un peu chère au quotidien. Est-ce que quand on est membre d'une école, d'un club de surf comme le vôtre, Séraphin par exemple, est-ce que ça vous a permis de faire peut-être des économies? C'est-à-dire quand on regroupe le trajet, on part peut-être en minibus. Est-ce que ça a été une dimension aussi importante pour vous, pour rejoindre le club? Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs quelque chose qui est apprécié des membres. On fait une sortie à la journée pour 35 € et 25 € seulement pour les adhérents. Quand on tient compte du prix de la location du matériel et de l'aller-retour carburant et péage, c'est vraiment intéressant. C'est quoi les prochaines sorties là d'ailleurs dans les mois qui vont venir? Il y a les beaux jours qui reviennent en plus. Oui, donc, c'est un peu pour ça qu'on est là aussi, parce que les beaux jours reviennent et du coup on fait un petit peu de promotion. Mais le prochain grand week-end, c'est le week-end sur le 8 mai et le pont du 8 mai. On a 5 jours de prévu à l'île d'Oléron. Et puis après, tous les week-ends, en fait, on a une annonce qui est faite si une sortie est possible. On communique via les réseaux et notre liste de diffusion mail. Et on avertit les gens de si une sortie est possible ou non. Mais tous les week-ends à venir sont possiblement des week-ends où il peut y avoir une sortie à la journée. Moi, j'ai quand même une question, Laure, parce que on a souvent l'image un peu d'épinal du surfeur que vous ne représentez pas du tout ce soir, mais avec les cheveux longs, parfois les lunettes, voilà, exactement. Finalement, c'est quoi un surfeur? Est-ce que c'est une activité? Oui, une surfeuse, exactement, Laure, exactement. C'est quelqu'un qui aime souvent la nature déjà, et qui aime s'y immerger, qui aime profiter d'un environnement qui est différent de celui de son quotidien, et qui a envie de lâcher un peu prise avec ça, et qui a besoin d'évasion, qui a besoin de sentir quelque chose de différent. Vous partagez cette vision, vous, d'être aussi un peu en osmose avec l'océan, la mer, la nature, c'est-à-dire que, parfois, il faut accepter qu'on ne puisse pas toujours surfer, que la nature ne nous le permet pas finalement? Oui, alors on dit parfois que c'est un sport un peu ingrat parce qu'on peut passer des heures à ramer pour quelques vagues, mais on y revient toujours et c'est pas pour rien. Voilà, il y a ce petit côté aussi sensation forte qu'à rechercher. Vous avez parlé des réseaux sociaux, j'ai vu sur le Facebook du 61 Surf Club que vous avez partagé comment on appelle ça? Ouais, alors voilà, en fait, vous ne souhaitez pas forcément les JO pour le surf. C'est pas forcément quelque chose, une pétition. Je cherchais le mot, merci. Les JO qui sont présents depuis une 2020. Pétition qui n'est pas forcément pour les JO, ou en tout cas qui soulève cette question. Mais pourquoi en fait? Quel est le sujet en fait JO? C'est plus personnel, et ça va dire que ça c'est véhiculé par beaucoup de surfeurs. C'est que du coup les JO viennent dégrader des espaces naturels. Et ça pose question, venir dégrader des espaces naturels pour 3 jours de compétition dans des parcs nationaux, c'est un petit peu problématique. Ça ne va pas forcément avec le surfeur qui est sur la préservation de l'environnement, sur la préoccupation environnementale, qui est finalement un sujet dont les surfeurs sont quand même... Et que vous véhiculez lors de vos sorties, justement. Aussi. On a du matériel écologique. J'allais dire, c'est une pratique justement respectueuse de l'environnement quand même, le surf?
C'est une pratique respectueuse de l'environnement dans la mesure où la problématique principale, c'est le déplacement. On va se déplacer pour aller surfer, que même qu'on soit sur les côtes, les surfeurs sont amenés à se déplacer. Et le déplacement pose question. Maintenant, on est 9 dans un minibus. On va dire qu'on est quand même dans une démarche de covoiturage qui permet de réduire les coûts du déplacement plus que quelqu'un qui irait tout seul avec sa voiture. Donc on le disait, vous êtes basé à Alençon. Vous recherchez de nouveaux adhérents. Vous souhaiteriez que le club s'agrandisse un peu. Comment on peut adhérer justement à 61 ? Alors, on peut faire une sortie d'essai, simplement nous contactant. Ensuite, nous, on diffuse les informations pour s'inscrire sur un lien type sondage. Les gens s'inscrivent, viennent à la sortie. Et s'ils souhaitent ensuite adhérer à l'association, on leur fournit les documents. On est affilié à la Fédération française de surf, donc il y a toute une démarche comme une adhésion d'un club normal. Donc on va voir justement en bas de votre écran ce contact si vous êtes intéressé et même si vous êtes débutant, donc comme moi qui n'ai jamais pratiqué de surf, eh bien 61surfclub@gmail.com ou sinon vous avez également un numéro de téléphone. Les réseaux sociaux notamment aussi. Facebook. N'hésitez pas à aller voir la page. Et merci à vous deux d'être venus donc ce soir. Merci bien. Est-ce que vous êtes joueurs les surfeurs ? Oui, on est joueurs. Ouais, alors vous pouvez pas jouer ce soir, mais vous pourrez demain si vous regardez LMTV. Cette semaine, vous pouvez gagner vos places pour le salon Le Mans Automoto Rétro les 6 et 7 avril au centre des expositions du Mans, un moment très attendu des Sartois en général. Mais il y a toujours énormément de monde chaque année. Envoyez simplement votre nom, prénom, lieu de vie et numéro de téléphone si possible pour jouer à jeux au pluriel @lmtv.fr. Vous avez jusqu'à demain, mardi midi pour jouer. Tirage au sort dans la foulée de la main délicate de Pascal Brul. On le surveillera. Bonne chance à tous. Allez, on est lundi soir, donc on fait une petite tournée des sports du week-end ce soir avec Antoine Besson. Oui, dans 72 Sports, le Pays de la Loire Tour qui arrive, c'est la semaine prochaine, il commence très très vite. On débriefe le match MSB Roanne où les tangos sont sortis victorieux. Et puis le match à Rouen du Mans FC, émaillé par quelques tensions. On en reparle dans 72 Sport, émission présentée par Antoine Besson, vous l'avez dit, et préparée par Amoun Chamsoudine. C'est la fin de cette édition. On se retrouve mardi. Oui, et puis on remercie nos téléspectateurs et puis on leur dit au revoir. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée.